Oui, à l'hybride pour tous. Aujourd'hui dans le podcast Automoto, on se demande quelle voiture hybride choisir à partir de 10 000 euros. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Automoto, l'émission où il n'y a pas de mauvaises questions et parfois quelques bonnes réponses. Mon nom est Andy David et avec moi aujourd'hui notre essayeur émérite Nicolas Brious. Salut Nico. Bonjour Andy. Aujourd'hui nous avons une bonne nouvelle, la voiture hybride se démocratise en occasion avec des premiers prix en dessous de 10 000 euros. Et alors pourquoi il faudrait envisager de rouler en hybride ? Alors rouler en hybride, c'est non seulement un petit geste pour la planète, mais c'est surtout une expérience de conduite totalement différente. C'est-à-dire que tu adoptes une conduite très apaisée, c'est très détendant. Pourquoi ? Parce que la voiture évolue tout en souplesse, avec très peu de bruit, voire même pas du tout de bruit. Quand par exemple tu es en ville dans les embouteillages, tu décolles, tu démarres uniquement à l'énergie électrique, donc aucun bruit. Tu adoptes donc une conduite apaisée, tu freines beaucoup moins parce qu'il y a le frein moteur qui permet de régénérer les batteries. C'est très très agréable, donc tu consommes très peu, tu uses moins tes pneus. C'est vraiment une conduite apaisante. Nico, dans le numéro 272 d'Automoto, tu as sélectionné 5 modèles sur le marché de l'occasion. Évidemment, quand on pense hybride, on pense tout de suite à Toyota avec la Yaris, la petite citadine fabriquée du côté de Valenciennes. Effectivement, plus d'une Yaris sur 2 vendue en France est un modèle hybride baptisé HSD qui permet d'avoir une puissance cumulée essence et électrique de 100 chevaux. Surtout une consommation particulièrement basse, très appréciable en ville, vu que tu arrives à consommer à peine 4,5 litres de super en ville. Et alors, est-ce qu'on arrive à rouler en mode 100% électrique avec cette voiture ? Bonne question. Tu décolles à l'électrique, mais tu vas faire maximum 1,5 km, 2 km en mode totalement électrique. Pas plus, mais c'est pas grave parce que le moteur thermique se déclenche de façon totalement transparente et sans aucun écho, donc c'est un véritable bonheur. Un seul défaut toutefois, c'est une transmission à variation continue, comme tu le sais, qui a tendance à faire patiner, mouliner le moteur quand tu accélères. Je crois que tu l'as vécu toi-même. J'ai roulé avec cette voiture sur route en Lorraine. Alors, dès que vous abordez une pente, on a quelque chose de pas très agréable. Voilà, alors ça s'apprécie plus en ville ou en périurbain. Alors dans la famille Toyota, nous avons aussi l'Auris, la grande sœur de la Yaris. Est-ce que c'est une bonne occasion, Nico ? Alors il s'agit d'une ce qu'on appelle dans notre jargon les familiales compactes, donc une petite voiture familiale, excellente voiture qui reprend la chaîne cinématique de sa grande sœur, la fameuse Prius, avec 136 chevaux cumulés, donc beaucoup plus performant que la petite Yaris, plus familiale. Et tu peux aussi choisir cette même motorisation sur la cousine un peu plus luxueuse, la Lexus CT 200, qui reprend exactement la même mécanique. On est à quel tarif à peu près à partir de 10 000 euros, donc pas plus cher qu'une petite Yaris. Alors un petit peu plus exotique, il y a la Honda CR-Z, c'est un coupé qu'on a un petit peu oublié, mais qui a un look de truite assez sympa. T'appelles ça un look de truite, ça reprend exactement le look de l'ancien coupé CRX des années 90, dont tu te souviens certainement. Donc un petit coupé 2+2 très sympathique et qui a la particularité d'avoir un comportement extrêmement joueur, un châssis très agréable à conduire et surtout, au lieu d'avoir une transmission automatique, c'est la seule hybride à ma connaissance qui a une transmission mécanique. C'est à quel prix qu'on trouve ? Alors, exactement le même prix que les Yaris et Auris, donc à partir de 10 000 euros et en deux niveaux de puissance, 114 ou 124 chevaux. En conso, on est dans quelles eaux ? Alors, de 5,5 litres à 7 litres très exactement, mesurés par nos soins. On va tout de suite faire un tour dans le parking Automoto. Cette semaine, dans le garage de la rédaction, nous avons un Jaguar I-Pace bleu cobalt qui fait une assez belle impression. Il s'agit du premier SUV 100% électrique du CAT. Alors Nico, déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est la seule véritable concurrente des fameuses Tesla électriques, donc c'est Jaguar. À ne pas confondre avec la E-Pace, parce que E-Pace, alors c'est un E qui est le petit SUV Jaguar, alors que là c'est la I, donc un I pour électrique, mais alors c'est pas très logique, c'est la logique anglaise. Le E n'est pas électrique, c'est un I. Ils sont anglais, raisonnant anglais. Absolument. Il s'agit donc d'une grosse voiture, quasiment 4,70 m de long, une carrosserie qui a beau être quasiment exclusivement en alu, 94% d'alu, elle pèse quand même 2,2 tonnes cette voiture. Pourquoi 2,2 tonnes ? Parce que tu as 600 kg de batterie implantée sous le plancher, ce qui permet d'avoir un centre de gravité très bas et une excellente répartition des masses de 50% sur l'avant, 50% sur l'arrière. Et alors, quelles ont été tes premières impressions au volant ?
À mes premières impressions extrêmement favorables, tu t'en doutes, avec déjà une puissance cumulée de 400 chevaux, avec un couple phénoménal de 696 Nm, donc ça se déplace, ça a des performances de super sportives, un agrément de conduite, une douceur de conduite incroyable comme tu t'en doutes, et surtout un comportement extrêmement rigoureux vu que tu as là encore une transmission intégrale aux 4 roues. Alors je crois savoir que par contre il y a un truc qui t'a déçu, c'est le confort. On est dans une Jaguar normalement. Voilà, alors déjà dans l'absolu c'est pas top, mais pour une Jaguar c'est un petit peu exagéré. Malgré l'amortissement piloté, ça reste très ferme, les sièges sont très très durs et surtout tu as des jantes de 22 pouces de diamètre, ce qui m'a d'ailleurs valu d'endommager ce matin un pneu dans un nid de poule. Là je te raconte ma vie. Et du coup la question qui tue avec ce genre de véhicule c'est l'autonomie. Théoriquement 380 km voire 400 annoncés. Et alors qu'est-ce qu'on... Dans les faits c'est plutôt de 260 à 300 km. Et le gros avantage, c'est que l'ordinateur de bord, en fonction de ta destination, va te dire quelle est ton autonomie réelle. Et selon notre éminent confrère Laurent Pinel, ça s'avère très précis. Et une fois qu'on est à sec, combien de temps pour se rebrancher, pour recharger? Alors, si tu fais installer chez toi une wallbox avec une prise de 7 kW, ce qui te coûtera environ 1500 €, tu comptes 12 heures, c'est-à-dire une nuit. C'est très potable, très correct. Par contre, si tu te recharges sur une prise standard, il va te falloir quand même 40 heures, ce qui est déjà beaucoup plus long. Ça fait long le café. Et alors, la question, évidemment, on est chez Jaguar, face à Tesla, quels sont les prix? Alors, ils ne font pas de dumping, hein, c'est strictement les prix des Tesla haut de gamme, entre 78 000 et un peu plus de 102 000 €, ce qui veut dire que c'est réservé quand même à de forts pouvoirs d'achat. Alors reprenons notre dossier hybride accessible, il nous reste 2 voitures à passer en revue. La première c'est une berline, c'est la Volkswagen Jetta hybride. Pour être tout à fait honnête Nico, je me souvenais même plus que cette voiture avait existé. Pourquoi il faut s'y intéresser? Alors pour être très honnête aussi, moi aussi j'avais oublié son existence. Donc qu'est-ce que c'est qu'une Jetta? C'est une Volkswagen Golf à coffre, donc 3 volumes au lieu d'avoir 2 volumes. Et elle est basée celle-ci sur la plateforme de l'ancienne Golf 5 et 6, donc l'ancienne génération de Golf. Alors pourquoi s'y intéresser? Parce qu'elle associe un excellent petit 1,4 litre TSI à injection directe et un moteur électrique pour une puissance cumulée de 170 chevaux, donc c'est déjà très confortable pour une petite familiale. Et surtout, elle est associée à la boîte robotisée à double embrayage DSG7, extrêmement agréable. La consommation moyenne, vu que tu vas m'en parler, est d'environ un peu plus de 6 litres. La finition est évidemment complètement Volkswagen. Le tarif est un peu supérieur à ceux des Toyota parce que le modèle est moins diffusé, à partir d'environ 15 000 € sur le marché de la seconde main. Et la dernière voiture de ta liste, Nico, c'est une française, il s'agit de l'ancien Peugeot 3008, première génération. Pourquoi est-ce que c'est une bonne affaire? Alors une bonne affaire parce qu'il reprend toutes les qualités du 3008, confort, comportement remarquable, habitabilité, modularité. Par contre, parmi les défauts, il ne s'agit pas d'un moteur électrique, mais d'un bon vieux diesel 2 litres HDI, donc moins agréable au niveau sonore, c'est moins agréable. Et en plus, il est associé à une transmission robotisée beaucoup moins performante que celle de la concurrence. C'était gentil, je crois, avec beaucoup moins performant. Oui, voilà, une transmission, c'est là ça, que... Ça voilà, gâche presque... Ça gâche en partie. Par contre, il dispose d'une puissance cumulée de 200 chevaux, donc très confortable. Et surtout, il s'agit d'une transmission intégrale vu que le moteur électrique est sur le train arrière, ce qui permet d'avoir une transmission aux 4 roues. Tu peux retrouver cette même chaîne cinématique sur d'autres modèles français, le Break 508, très élégant, ancien 508 évidemment, appelé RXH, et tu peux aussi trouver cette chaîne cinématique sur la Citroën DS5. Merci Nico. Vous pouvez retrouver plus de précisions sur ce top 5 des hybrides accessibles dans le numéro 272 d'Automoto dans votre kiosque favori. Si ce podcast vous a appris des trucs ou au moins fait marrer, rendez-vous sur votre plateforme préférée pour vous abonner. iTunes, Spotify, Deezer, c'est vous qui voyez, c'est gratuit, ça fait plaisir à tout le monde. À très vite, ciao. Ciao.